Bonjour à toutes et tous, merci à Carl Schwering qui m'a gentiment invité et dont j'ai entendu la bienveillance dans ses propos téléphoniques. Car vous voyez l'intitulé de ma présentation où on a quelques mots qui peuvent déjà nous faire penser les choses, évaluer, question d'évaluation, psychothérapie, d'accord, et analytique à côté. Déjà ces trois mots accolés posent déjà beaucoup de questions. Et c'est en fait le sujet de ma thèse que j'ai soutenue en 2013. Et vous verrez que je vais prendre beaucoup de précautions avec vous et essayer d'aller pas à pas sur le chemin de la réflexion. Donc évaluer une psychothérapie analytique, dispositif et expérience subjective du thérapeute en groupe de pairs. La précaution, elle commence dès maintenant. Itinéraire d'une pratique clinique, je suis psychologue à la PHM depuis 2001. Des rencontres des plus bouleversantes dans le champ du somatique. Je travaille en cancérologie, et notamment pour les cancers du poumon. Beaucoup de rencontres, des peurs, des joies, des doutes, des questions. C'est tout ce qui a façonné une pratique, et je vous y insiste, avec toujours un besoin d'écriture. Dans mon parcours, il a fallu beaucoup écrire parce qu'à des moments, il n'y a pas des mots pour penser, à des moments, c'est un peu compliqué tout ça. Donc du temps, du partage, du plaisir. Et ce doctorat a répondu aussi à ce besoin de trouver une référence, être en référence, et être en confiance et se faire confiance. Et je vais essayer avec vous d'être plus juste en prenant soin des mots pour se raconter. Alors une pratique clinique à l'hôpital, donc du coup, on est quand même dans la maison des docteurs à l'hôpital et en cancérologie. Les patients ne viennent pas voir un psychologue, ils viennent voir un somaticien avant tout. On a des diagnostics de plus en plus précis associés à des thérapeutiques innovantes. Et donc du coup, on se retrouve aussi dans des problématiques qui évoluent, où on a de plus en plus de patients qui sont traités dans des durées d'hospitalisation de plus en plus courtes. Et du coup, cette diapo, c'est pour vous mettre en évidence mon activité de 2013, où on est pris dans une espèce de flot un peu maniaque, où on voit beaucoup de patients parce qu'on a une forte demande. En 2013, 390 sujets sont vus, 3 refus, 180 entretiens ponctuels de présentation, 180 patients qui ont été vus lors de leur cure de chimiothérapie en suivi, et simplement 12 patients, ce qu'on peut appeler une psychothérapie analytique, vue une fois par semaine, sur entre 6 mois et 1 an, compte tenu de leur tas de fatigue, des difficultés à revenir à l'hôpital parce qu'ils ne sont pas bien. Et je me suis intéressé, moi, plus particulièrement à cette activité-là, qui est très infime, j'allais dire, dans mon activité, mais à la fois bigrement intéressante. Alors, on y va, évaluation des psychothérapies. Donc du coup, quand je me suis intéressé à cela, j'ai vu des débats passionnés, voire passionnels, car quand on parle d'évaluation des psychothérapies, on a souvent, c'est un peu comme quand on parle de religion ou de politique à table, ça peut vite dégénérer cette histoire-là. Et maintenant, vous saurez que si on parle d'évaluation des psychothérapies, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que très vite, ça peut aller très loin. Donc c'est pour ça que je prends beaucoup de précautions, vous le voyez. Je ne joue pas à domicile, je suis à l'extérieur. Donc des questions, bien sûr, évidemment méthodologiques et aussi épistémologiques que j'aborderai avec vous. Et notamment un petit peu ce rapport de l'INSERM de 2004 que vous connaissez sûrement, avec cette évaluation des psychothérapies, où on comparait les formes de psychothérapie et où la psychanalyse n'avait pas vraiment levé en poupe en 2004. Mais ça a eu le mérite aussi d'avoir aussi des articles qui ont été publiés après et qui ont redéfini des choses et qui ont permis de penser cette question de l'évaluation de la psychothérapie, voire de la psychothérapie analytique. Et les questions qui se mettaient en lumière, c'était en fait comment interroger aujourd'hui les frontières épistémologiques entre la clinique et les principes scientifiques de l'objectivité. Et ça va être tout là mon propos, c'est de vous dire à un moment donné comment on peut rendre compte de nos pratiques au regard de l'objectivité expérimentale. Et là, ce pas-là, il est toujours très complexe. C'est la question de la psychanalyse, peut-elle oser ce pas sans faillir dans ses dimensions intrapsychiques et intersubjectives? En fait, est-ce qu'on peut parler de psychanalyse et aller sur ce registre-là de l'objectivité expérimentale? Et toutes ces questions qui se posent aussi de l'efficacité pour quelle pathologie,
Est-ce qu'on vise une efficacité? Est-ce qu'on se doit, nous, en tant que praticiens, évaluer nos pratiques? Est-ce que la question d'efficacité a un sens ou pas? Quel type de thérapie, pour quel effet recherché? Et ça, c'est aussi des questions que je me suis posées. C'est à un moment donné, qu'est-ce qu'on attend de nos relations avec nos patients, de la psychothérapie, et quels effets on peut y avoir? Et toutes les souffrances sont-elles accessibles à une même approche psychothérapeutique? Et là encore, c'est des questions qu'on peut se poser. Et c'est aussi des questions que nos patients ou que monsieur tout le monde peut se poser aussi. Quand il va consulter quelqu'un, il peut se poser cette question-là. Savoir qui je vais consulter, pourquoi, en fonction des symptômes que l'on peut éprouver. Alors on continue. Qu'est-ce qu'une psychothérapie? Et là encore, je me rendais compte qu'à chaque pas de cette recherche, c'était des grandes questions qui étaient là. Et à chaque fois, beaucoup de divergences, beaucoup de questionnements. Et à chaque fois, je me disais, Patrice, tu fais une connerie en allant là-dedans, parce que c'est pas consensuel du tout. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc bien sûr, qu'est-ce qu'une psychothérapie? Pas de définition officielle ou consensuelle, même si on a vraiment de nombreuses contributions qui arrivent. Hein. Il n'existe pas une psychothérapie, mais des psychothérapies, et une psychothérapie, bien sûr, en lien avec un modèle théorique sous-jacent. La psychothérapie, on est d'accord. Avec la question des indications, des objectifs et voire éventuellement des effets recherchés. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un, on peut à un moment donné faire un contrat et savoir où est-ce qu'on peut aller et les effets qu'on peut obtenir. La question des buts recherchés lors d'une psychothérapie concerne essentiellement la réduction, voire la disparition des symptômes. Et là aussi, c'est intéressant. Qu'est-ce que la psychanalyse a à nous dire sur la question du symptôme, justement, la question de la réduction, voire de la disparition et de la souffrance pour une amélioration du fonctionnement psychique dans son environnement. C'est quand même intéressant de se dire, est-ce que quand on rencontre quelqu'un, quand quelqu'un nous rencontre, est-ce qu'on n'a pas encore cette idée en tête de se dire, mais franchement, on le voit, mais c'est pour qu'il aille quand même mieux. C'est quoi ce mieux? Est-ce que ce mieux, on le pense nous? Et est-ce que c'est pas une demande du sujet en venant nous voir? En tout cas, mes patients, quand ils me rencontrent, c'est pour se mettre en travail, même s'ils peuvent aller moins bien, hein, c'est pas un souci. Mais en tout cas, c'est aussi la question d'une amélioration du fonctionnement, il me semble. Alors, psychothérapie, je veux bien. Psychothérapie analytique ou psychodynamique, aïe. Et psychothérapie psychanalytique brève et longue. Alors là encore, dans la littérature, on voit toutes les acceptions possibles. Et cette fameuse question, peut-on considérer la psychanalyse comme une psychothérapie? Et là encore, on a des grands débats qui peuvent se mettre en lumière. Et dont le point de vue de Jacques-Alain Miller, qui nous dit peut-être, comme le mythe de Janus, que la psychanalyse, c'est un cercle et la psychothérapie est un autre cercle qui peut se superposer et que fondamentalement, il peut y avoir quelque chose de commun entre la psychothérapie analytique et la psychanalyse, même si à un moment donné, de façon théorique, certains disent que non, la psychanalyse n'est pas la psychothérapie, car la psychanalyse, par définition, n'est pas évaluable, par exemple. En tout cas, on a toujours un besoin de définition pour légitimer, se repérer. C'est ce que j'essaie de penser avec vous. Et quand je faisais la présentation, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on voit marqué dans des plaques psychanalyste et aussi psychothérapeute. Donc du coup, je pose la question de savoir psychothérapeute, donc psychothérapie, psychanalyse, voilà. Que nous dit l'histoire? D'où l'on vient? Alors, j'ai repris quelques textes de Freud qui nous pose cette question justement du refus de la statistique pour montrer les échecs et les succès de la pratique analytique. Et il évoque la raison la plus forte contre cependant, se tient dans la reconnaissance du fait qu'en matière de psychothérapie, l'humain est irrationnel, aussi il n'y a pas possibilité de l'influencer par des arguments raisonnables. Et on voit que Freud lui-même a réfuté toute valeur statistique à montrer l'efficacité ou non de la psychanalyse, tout en sachant quand même qu'il pose la question d'un projet de guérison, après à savoir qu'est-ce qu'il entend par le terme de guérison. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, ce que j'ai découvert, et ce qu'on ne m'a pas enseigné à la faculté en fait, c'est que depuis la psychanalyse est née, il y a toujours eu des tentatives d'objectivation des processus et des phénomènes en jeu. Et moi, j'ai découvert en tout cas de nombreuses recherches, bien sûr sur le côté anglo-saxon, où à un moment donné, dès 1917, on a des auteurs qui commencent déjà à travailler sur les effets de la psychanalyse et sur, à un moment donné, comment monter des recherches, alors pour le coup à l'époque empiriques, pour justement montrer les effets de la relation et tout ce que je vous ai raconté un peu avant. Et pour être exhaustif, Coria, le projet Menninger, c'est pendant 20 ans de psychanalyse où on avait des groupes contrôle, on avait des enregistrements audiovisuels, on avait des critères
de sélection de patients. Franchement, des recherches vraiment colossales qui se sont créées, où justement on essayait de montrer ces effets-là. Université de Columbia, l'Institut psychanalytique de Boston, etc., etc., etc. Depuis le développement de la théorie de la pratique psychanalytique, les cliniciens se sentent concernés par une évaluation objective de la psychothérapie psychodynamique en termes de processus, de changement, d'indication et d'efficacité, de résolution ou réduction des symptômes, d'amélioration du fonctionnement interne, dans une perspective de maturation psychique. Alors, du point de vue méthodo, donc dans les recherches, il me semble, on a 3 axes qui nous disent quelque chose, en tout cas, quand on pose cette question de la psychothérapie et de l'évaluation des psychothérapies. On a l'approche empirique, l'approche scientifique, quantitative, l'approche herméneutique par étude de cas que je vais développer, et une 3e approche, c'est l'approche approfondie d'un seul cas, ou cas, étude pragmatique de cas, c'est ce que j'ai employé, et je vais vous expliquer en quoi la méthode est en question et les problématiques que ça soulève. L'approche empirique, vous la connaissez, hein. En fait, c'est un peu l'idée qu'une psychothérapie serait un peu comme un médicament, où on fait des groupes contrôle, médicament versus pas médicament, et on voit ce qui se passe. Mais dans cette méthodologie-là, c'est tout ce qui a été fait avant, c'est l'exigence de construire des études méthodologiquement irréprochables, et plus on est irréprochable au niveau de la science, moins on sera dans la réalité des rencontres en fait. Afin de montrer la preuve de l'efficacité de telle ou telle psychothérapie, par la réduction des symptômes mesurables à l'aide d'outils standardisés, selon les pathologies, les données démographiques et épidémiologiques. Alors ces études quantitatives n'ont pas été à la hauteur des attentes espérées, car la rigueur méthodologique creuse l'écart avec les réalités cliniques des pratiques, et ainsi l'unicité des suivis. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que plus on aura des méthodologies complexes, empiriques et méthodologiquement irréprochables, et moins on sera dans les rencontres que nous, on va avoir, il me semble, au quotidien. Et comme le rappelle Fishman, les principes canoniques des psychothérapies empiriquement prouvées s'adressent à des thérapeutes supposés identiques et homogènes, qui fourniraient une technique identique et homogène à des patients supposés identiques et homogène, un échantillon de groupe également homogène. Voilà. Et quand on reprend le précis de psycho-oncologie de Razavi, par exemple, qui nous relate un petit peu toutes les recherches qu'on a, on a de plus en plus d'études, en tout cas, qui mettent psychothérapie versus durée de vie et groupe contrôle. Et certaines études montrent que si on fait une psychothérapie, on vit plus longtemps que si on n'en fait pas. Et rien que de vous le dire, on voit l'absurdité du propos, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus dire qu'une psychothérapie, c'est comme un médicament qui a un effet sur une durée de vie. Comment on va évaluer tout ça? En tout cas, la deuxième approche, c'est l'approche plus classique. Alors celle-là, on l'a enseignée à la fac. C'est bien sûr la fameuse étude de cas. C'est ce que l'on fait tous, quoi. En clinique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être là, c'est ce qu'on m'a appris à l'université, c'est je rencontre un patient, je vais pouvoir décrire ce qu'il m'a dit, on va faire des allers-retours entre la théorie et la pratique pour mettre à l'épreuve nos hypothèses. Du coup, on est sur un recueil d'informations dans des situations naturelles, c'est-à-dire de rencontres cliniques au quotidien que l'on a, avec des études approfondies, exhaustives de cas. Donc dans ce dispositif-là, on est au plus près du vécu du sujet dans sa singularité, et on fait une analyse donc théorico-pratique des situations cliniques qui légitime ainsi les indications psychothérapeutiques. La grande question que l'on se pose là, c'est le caractère justement, assurément, éminemment subjectif, et les réticences à la vérification objective et empirique de son action thérapeutique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, je peux dire ce qui se passe dans ma relation avec mon patient, je peux écrire plein d'études, plein de choses, ça a un intérêt, mais en même temps, on peut dire que tout ça est bien subjectif, et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé de la relation qu'on a pu avoir avec le sujet? Et quelque part, est-ce qu'on n'est pas justement dans un trop-plein de subjectivité qui justement ne permet pas, avec ces réticences, de l'objectivation et de l'objectivité? Et là, on reprend les thèses justement à Bellhauser, par exemple, ou Roland Gori, qui nous disent que par définition, la psychanalyse n'est insondable ni évaluable. Donc du coup, si c'est insondable et inévaluable, alors qu'est-ce que je peux en dire sur ce versant-là? De mon point de vue, c'est, vous savez, un peu à mi-chemin entre les deux, hein, c'est reprendre des recherches qui ont été effectuées justement par les Turins, Jean-Michel Turin et Monique Turin,
qui nous parle d'études de cas singuliers fondées à partir de recherches naturalistes. Alors ça consiste en quoi? C'est un axe de recherche alternatif à l'approche empirique et herméneutique, donc étude de cas, avec pour paradigme l'étude approfondie d'un seul sujet, selon le principe de l'objectivité expérimentale. En fait, c'est rencontrer un sujet lors de sa psychothérapie, et on va mettre en place une espèce de protocole de recherche où on va voir ce qui va évoluer au cours du temps. Et ça va se faire avec justement, c'est pas le clinicien tout seul qui va dire moi j'ai vécu ça, j'ai fait ça, je le théorise comme ci avec d'autres. C'est-à-dire qu'on va créer un groupe alors en l'occurrence on était 3 praticiens-chercheurs, on a un groupe de travail où on a défini ensemble le protocole et on a pu discuter en fonction des outils qu'on a mis en lumière et ce dont je vais vous parler. Et cette voie-là est décrite comme prometteuse car il semblerait qu'elle aille un peu plus loin que les points de butée des 2 approches dont je vous ai parlé. Dans ma thèse, j'ai mis en lumière justement l'étude de cas singulière de la méthode clinique classique et à la fois l'autre méthodologie, car je pense qu'il y a une forme de complémentarité dans les 2 approches. Alors qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a enregistré les entretiens, un enregistrement audio. Alors je vais vous montrer le dispositif. Un enregistrement audio des séances qui vont être après, qui ont été redonnés au groupe de pairs, et retranscrits aussi, c'est-à-dire qu'on a retranscrit de façon écrite. Ça veut dire que le groupe de pairs avait la lecture de la rencontre et en même temps, s'il le souhaitait, pouvait écouter aussi l'entretien. La constitution du groupe de pairs, c'est formé de 3 cliniciens, tous avec une formation analytique et dans le champ du somatique également. Et les outils méthodologiques que nous avons mis en place, c'est une formulation de cas que je vais développer après, une échelle d'évaluation santé-maladie, alors ça c'est beaucoup utilisé en psychiatrie, et une échelle de fonctionnement psychodynamique de Hoagland, et le PQS de Jones. Et le PQS de Jones, c'est une espèce de... il y a 100 items qui sont à côté, et qui posent des questions justement sur le patient, sur le thérapeute, et sur la relation entre le patient et le thérapeute. Et tout ça, je vais vous le mettre en lumière par rapport au suivi de Mathieu sur 1 an. Le dispositif de recherche est le suivant. Donc, entretien préliminaire ou des premiers entretiens, évaluation initiale avec un ESM à 2 mois, à 6 mois et à 1 an avec toute la batterie d'évaluation. Bien sûr, le patient ne lui demande rien, c'est le thérapeute qui évalue ça avec son groupe de pairs. Donc, initial, 2 mois, 6 mois et à 12 mois. Et on va voir au fur et à mesure de la thérapie qu'est-ce qui va évoluer dans la procédure. Donc la formation de cas initiale, on va le mettre en lumière, les dimensions qui évoluent. Et pour le PQS, c'est les 100 items dont je vous parlais. On va voir les éléments qui ont été saillants, les items saillants tout au cours de la thérapie, les items qui ont évolué autour de la thérapie, les items qui n'ont pas été saillants. Et ce qui est intéressant, et ça c'était complètement intéressant pour moi, c'est le patient, le thérapeute et l'interaction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va travailler sur le thérapeute et sur ce qui se joue dans la relation aussi. Les cotations se feront par groupe de pairs, et dans les cotations, on voudra toujours un consensus. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de la salle tant qu'on n'a pas trouvé un consensus. Et le consensus, il va être argumenté. C'est pas parce que j'ai envie de dire ça, c'est qu'on va se servir des textes, on va se servir des arguments pour pouvoir élaborer ce qui se dit. Et donc des arguments cliniques. Et les résultats seront chiffrés à différents moments de la prise en charge. Donc en fait, la formulation de cas, on se pose 4 questions. On veut savoir le problème actuel du patient et leur place dans le contexte de sa vie actuelle, de son histoire, de son développement. En fait, c'est une forme d'anamnèse qu'on va avoir, où on va essayer de voir à qui on a affaire. Alors par exemple, Mathieu est hospitalisé pour la prise en charge d'un cancer du testicule avec métastase cérébrale opérée et pulmonaire qui nécessite un traitement par chimiothérapie intensive avant une éventuelle intervention chirurgicale. Et après, on essaye aussi de mettre en lumière le discours du patient qui vont corroborer nos propos. Alors je ne vais pas tout vous lire pour ne pas être trop redondant, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est Mathieu tolère bien son traitement par chimiothérapie grâce à une relative maîtrise de son angoisse. Son attachement est sécure, même s'il repose sur un besoin, une demande d'étayage de son entourage. Mathieu accepte que son corps soit un objet dans le discours médical, du fait d'une dynamique pragmatique, mécaniciste et fonctionnelle, en perspective d'un guérissement fantasmé. Il s'inscrit dans une soumission au pouvoir médical qui le renvoie à un appel aux limites. Voilà. Et tout ça, cette formulation de cas, elle est faite en accord avec le groupe de pairs et avec aussi
des éléments du discours. On va aussi voir les facteurs non dynamiques qui peuvent avoir contribué à son problème, c'est son histoire. On notera un éloignement familial lié à son activité professionnelle de militaire. Mathieu évoque la pénibilité d'une profession à risque physique et psychique. Il n'y a pas de place pour la plainte dans l'armée. On relève également de la réactualisation d'une rivalité avec son frère. Et Mathieu n'évoque pas son histoire liée à son enfance. Il reste parcellaire et s'inscrit dans l'ici et maintenant. On va également regarder les éléments synthétiques et les données disponibles ouvrant une interprétation des facteurs précipitants. Alors, qu'est-ce qui va expliquer les difficultés de Mathieu ? Quels sont les éléments favorables aussi qui vont nous laisser présupposer que Mathieu a des ressources psychiques pouvant avancer dans sa démarche. Et en fait, on va essayer de faire des hypothèses psychopathologiques sur la rencontre. Et le dernier point, et ça me semble aussi important, c'est toutes les définitions, c'est tout le but et les objectifs de la psychothérapie. C'est qu'est-ce qu'on imagine, où est-ce qu'on pourrait aller et qu'est-ce qu'on pourrait questionner. Alors Mathieu est préoccupé par la posture adoptée avec ses enfants, car c'est là où je le rencontre, c'est moi le thérapeute, c'est là où je le rencontre, c'est comment parler, il me demande comment parler à mes enfants de ma pathologie, faut-il tout leur dire, et avec quels mots. Et c'est à partir de ces questionnements-là qu'un accrochage s'est mis en place, et du coup on verra après comment la question de l'enfant et sa position de père va pouvoir évoluer au cours du suivi. Alors n'ayez pas peur, il y a des chiffres, mais c'est pas méchant. En fait, le SM, alors franchement c'est pas tellement approprié dans le somatique, mais dans la formation que j'ai pu avoir, j'ai repris, mais on peut l'améliorer. Hein. Donc c'est voir une estimation de fonctionnement global, des questionnements qui traitent sur la capacité d'autonomie, la gravité des symptômes, le malaise subjectif, l'effet sur l'entourage, l'utilisation des capacités, les relations interpersonnelles, les sources d'intérêt. Et là, vous voyez bien en fait que chacun, on va coter nous-mêmes, dans notre coin, ces outils-là, et après on va le mettre en commun et ça va évoluer. Et donc vous voyez dans la colonne la plus vers votre droite, un petit peu l'évolution des cotations qui ont été faites. Et par exemple, la capacité d'autonomie à 6 mois a baissé et on voit justement des indicateurs, des paramètres qui évoluent. Avec tout derrière une réflexion sur ce qui s'est passé et toujours au regard du discours qui a été élaboré par rapport à Mathieu et qui a été recueilli. Pareil, donc, ce sont les analyses du mal subjectif, pourquoi à 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé. L'échelle de fonctionnement psychodynamique, pareil, ça met en lumière les relations familiales, amicales, sentimentales et sexuelles, la tolérance aux affects, la capacité d'insight et la capacité aussi de résoudre des problèmes, voir les capacités d'adaptation de Mathieu. Et là, pareil, on voit les cotations, il y a des moments où on n'a pas su coter, quand on ne sait pas coter parce qu'il n'y a pas d'éléments qui permettent de le faire, on ne le fait pas. Et là aussi, on voit que le FP montre que les relations interpersonnelles de Mathieu sont de bonne qualité au cours des différentes évaluations. À noter que la tolérance aux affects présente un score relativement... En fait, on va décrire les résultats qui ont été donnés. Et ça, c'est l'outil qui est le plus intéressant, il me semble. Et là, vous voyez la lourdeur du dispositif parce qu'on a passé un peu de temps avec tout ça. Dans les items, par exemple, qui traitent sur le patient, c'est par exemple le patient évoque un discours cohérent où le thérapeute a recours à l'interprétation dans ce qu'il va dire, et ça on va le coter. Et dans l'interaction, par exemple, c'est existe-t-il une rivalité entre le thérapeute et le patient, et ça aussi on va le coter. Et vous voyez qu'on va coter des choses comme étant très caractéristiques, des choses comme étant moins caractéristiques, encore moins caractéristiques, peu caractéristiques et neutres. Et donc ça nous force, ça nous frustre ça nous force à un moment donné à donner du sens en fait, à faire des choix dans les items qu'on va coter, et voir ce qui est saillant ou ce qui n'est pas saillant. Et ça se fait dans la discussion avec le groupe de pairs. Et c'est ça, en fait, à 2 mois, à 6 mois, il y a 1 an. Et on verra, par exemple, que l'item 6, alors je ne l'ai plus en tête, j'ai aussi le manuel qui relate comment coter les items, voir pourquoi l'item 6 est resté stable au cours de la thérapie et les items qui ont évolué. Et donc, vous voyez ce qui apparaît saillant pour Mathieu. Tout au long du suivi, Mathieu apporte du matériel significatif, questionne ses relations aux autres et s'interroge sur l'examen de ses pensées. Il adopte un comportement dans l'épreuve de la maladie à partir d'un discours de rigueur et d'exigence. Et ça, c'est tous les éléments aussi qu'on a retrouvés dans le PQS et dans les 100 items qui questionnaient Mathieu, le thérapeute et l'interaction. Donc, ce qui est saillant pour Mathieu, pour le thérapeute, dans l'interaction de Mathieu avec le thérapeute, ce qui apparaît comme résultat
saillant, mais qui a évolué au cours de la thérapie. C'était saillant au début, mais pas. Pourquoi c'était pas saillant pour Mathieu, pour le thérapeute, pour l'interaction? Et ce qui n'est pas apparu comme saillant du tout, pourquoi? Concernant le thérapeute, concernant l'interaction entre le thérapeute et Mathieu. Et on fait aussi une évaluation à 1 an, où on reprend les mêmes questions initiales et on voit l'évolution qu'il peut y avoir en reprenant le discours. Si on a plus de temps, on pourrait reprendre l'étude de cas de façon beaucoup plus détaillée et voir comment on a pu coter les choses. Mais outre ça, ce qui me semble intéressant, c'est la discussion qu'on pouvait avoir. Donc la mise à l'épreuve de la méthode, alors, dans cette méthodologie-là, il me semble qu'on prend en compte la dimension subjective, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vraiment ce qui s'est joué avec le patient, et comment à un moment donné on a pu mettre une valeur objective par rapport à ce fonctionnement-là. Donc dans la thèse, il y avait 3 effectifs, parce que vous imaginez bien que pendant 1 an de psychothérapie, c'est assez lourd, et on ne peut pas faire ça sur 400 patients, c'est pas possible. Par la durée de la prise en charge, le contexte hospitalier, les pathologies en oncologie aussi, car le cancer c'est aussi une pathologie qui à un moment donné, on a pas mal de patients qui sont aussi décédés. Et du coup, c'était aussi difficile, c'était aussi de trouver des compagnons de jeu dans cette aventure-là, car souvent, je me sentais un petit peu seul par rapport à ces méthodologies-là, par réticence ou par ça n'intéressait pas d'autres praticiens. En tout cas, on pourrait très bien imaginer que sur ce modèle-là, si chacun de nous on fait une étude de cas, on pourra avoir des données qui pourraient nous donner aussi à penser, car à la base, cette méthodologie, c'était aussi pour montrer quelque part que la psychothérapie analytique pouvait avoir des effets et comment on pouvait les montrer, ces effets-là. En fait, c'est comment aussi on pouvait discuter avec ceux qui nous disent que la vérité passe par une valeur numérique des choses. En fait, c'est comment faire ce lien avec l'autre côté de l'échiquier des sciences plus dures qui disent que la vérité appartient aux chiffres et aux statistiques, sans tomber dans toutes les études empiriques. Le groupe de pairs, bien sûr, c'est la richesse. S'il n'y a pas de groupe de pairs, c'est inutile de faire ce... Moi, je ne code pas tout seul tout ça, et puis je dis c'est vrai parce que je l'ai fait, quoi. L'idée, c'est qu'on puisse le coter ensemble et voir qu'est-ce qui se passe dans cette cotation-là, comment on va pouvoir argumenter et comment on va pouvoir réfléchir la clinique. Donc la recherche clinique, la difficulté d'organisation du temps de travail, la proximité géographique était un paramètre important, c'est-à-dire qu'on travaille tous dans le même hôpital et on essaie de se rencontrer le plus souvent possible. La grande difficulté, c'est pour le thérapeute en fait, c'était pour moi, c'était en fait de montrer sa propre clinique qui était compliquée. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans la peur du jugement, parce que là sur le coup, quand tu enregistres tes entretiens, il y a le discours du patient, alors lui au pire, il peut dire ce qu'il veut, c'est très bien, mais il y a ce que tu dis toi. Et là, il y a une espèce de grande preuve d'humilité parce qu'à un moment donné, notre propre discours en tant que thérapeute, des fois, c'est pas la super interprétation qui va bien, qu'on voit dans les textes et qui fait qu'on a eu le bon mot et que ça s'est débloqué. Et que... Voilà, des fois, ça peut faire peur aussi de savoir ce qu'on peut dire. Et des fois, même, je me dis, mais comment il a pu comprendre ce que j'ai pu raconter? Et en fait, dans la relation, il a compris ça se passe. Donc, du coup, c'était très troublant, en fait. Et la volonté aussi de ne pas modifier le discours, parce que souvent, je sais pas vous, mais des fois, moi quand j'ai créé mes études de cas, je dis des trucs un peu plus intelligents que ce que j'avais peut-être dit. Bon, mais c'est moi, c'est pas vous. Hein. La frustration aussi permanente pour rendre compte de l'essentiel, c'est-à-dire qu'à des moments, vous voulez dire beaucoup de choses, mais les outils d'évaluation nous frustraient pour dire aussi, nous forcer aussi à mettre des données saillantes en évidence. Et beaucoup aussi de questions sur la question des chiffres. Et ça j'ai pris beaucoup de précautions au début pour vous dire que je suis un clinicien, je ne suis pas un statisticien. Moi, je ne fais pas de la statistique, je ne comprends rien en fait. Et souvent, on m'a dit, oui, mais du coup, tu réduis l'humain à une valeur numérique. Et je leur ai dit, mais quoi, il me semble que quand on fait un TAT, un Rorschach, il y a quand même des cotations que l'on fait, quoi. Et il me semble aussi que dans ce dispositif-là, on n'est pas là pour réduire l'humain à il a eu un score à 60, je sais pas quoi. Ce ne sont que des indicateurs pour nous, mais en même temps, c'est pas quoi. Quand on fait un Rorschach ou un TAT, on pourrait objectiver la même remarque, de se dire mais là on objective un fonctionnement, quoi. Il me semble en tout cas. Et souvent en tant que clinicien, on a aussi, et c'est à l'université, un peu de mal avec les chiffres, comme si on tombait du côté obscur de la force, quoi. Discussion générale, il me semble que c'est une passerelle entre des méthodologies cliniques
Et le principe de l'objectif expérimental, comment rendre compte de nos pratiques avec des outils adaptés, ce travail clinique qui ouvre aussi à d'autres perspectives. Il me semble qu'aussi il y a une complémentarité des méthodes, c'est pas l'une ou l'autre, ça peut être complémentaire. Comme à un moment donné, une psychanalyse peut être complémentaire aussi d'une thérapie systémique, c'est pas ou individuelle et groupale. C'est pas, voilà, je suis plus dans une idée de complémentarité, mais c'est toujours très inconfortable. C'est beaucoup plus facile d'être d'un côté de la barrière et le revendiquer qu'être à mi-chemin de modèle, parce que voilà, tu peux être, c'est beaucoup plus inconfortable. Ça traverse, ça révèle, et là Villedoché nous dit demeure bien entendu la question de savoir dans quelle mesure le clinicien est capable de décrire ce qu'il fait et non ce qu'il croit faire. Et ça aussi c'est intéressant. Et Fishman, et ça me plaît également, c'est la reconnaissance primordiale du savoir clinique issu de la méthodologie herméneutique et constructiviste noue ces liens fondamentaux à la scientificité de l'humain. Bien sûr, mon propos n'est pas d'objectiver tout, on ne va pas objectiver le transfert, on ne va pas objectiver la parole. Bien sûr que ça traverse, ça révèle, ça nous dépasse. Ce n'est qu'un regard expérimental d'une recherche qui se crée là et qui peut éventuellement donner du sens sur nos pratiques. Voilà, le but, c'est pas de tout protocoliser l'existence ou de faire quelque chose de cet ordre-là. C'est en étant au cœur justement de la clinique des praticiens que l'on pourra se focaliser sur le processus de changement à l'œuvre dans le travail d'élaboration psychologique, sans ne jamais prétendre aboutir à une clinique standardisée. Et ça, j'insiste. Moi, je dis pas il faut faire ça pour tout le monde et à tout moment. Et du coup, dans ces dynamiques-là aussi, c'est renouer aussi entre les cliniciennes, les praticiens et l'université, parce que souvent on a aussi des fossés qui se créent entre l'université et les praticiens. Et du coup, c'est des méthodologies qui demandent. Moi, je suis praticien en fait, je suis pas universitaire, même si je fais une thèse. En fait, je vous parle de ce que je vis, de ma diapo de tout à l'heure. Je vois beaucoup de patients. Parfois, c'est difficile, je suis débordé. J'ai pas toujours le temps de faire les choses très bien non plus. Voilà, c'est aussi vous témoigner de cette pratique-là, et puis prendre le contre-pied parce que. Il semble que les recherches les plus objectives sont en train de me prouver qu'à deux, isolés dans un cabinet et en ayant bien choisi son analyste et en prenant son temps, on a plus de chances qu'avec toute autre méthode d'obtenir des résultats durables. C'est pour vous montrer qu'à un moment donné, on s'évertue à faire plein de choses, on y passe beaucoup de temps. Puis il y a des moments où on se dit, mais tu choisis ton analyse, tu prends du temps, puis il se passe des choses merveilleuses. À quoi ça sert aussi? Oui, mais bien sûr, mais en même temps, la validation globale de la thérapeutique psychanalytique requiert donc actuellement une stratégie complexe comportant une pluralité de méthodes et de vérification, à la fois théoriques et empiriques, qui permettront, en étant vigilants, d'assurer le maintien de la qualité des soins psychothérapeutiques pour le plus grand nombre de patients. Et en fait, c'est pour vous rendre aussi dans une présence et un visage humain. Même par ce dispositif-là, on peut poursuivre à découvrir. Et l'idée, c'est qu'il y a toujours un sujet qui voile et dévoile son identité dans une quête de sens des symptômes dont il souffre. Il y a une médecine technicienne et innovante, bien sûr, confrontée aux symptômes de l'existant, et l'intervention précédente nous le montrait, qui ne cesse de poser des questions d'humains pour des humains. Et du coup, il y a toujours du merveilleux dans les rencontres, il y a de l'illogique, on ne comprend pas tout, il y a des constructions et des reconstructions qui nous poussent et nous entraînent aux racines même de l'être. En tout cas, c'est toujours dans ces postures-là que je rencontre les personnes que je vois à l'hôpital. Et voilà, puis j'espère que je vais voir maintenant quel accueil mon travail aura suscité en vous. Merci de votre attention. Donc, je vais passer la parole à Rémi Potier qui va introduire la discussion. Rémi Potier est psychologue clinicien, maître de conférence à Paris Diderot et psychanalyste. Merci Bernard. Donc merci Carléo Schfering de m'avoir proposé de discuter l'intervention de Patrice Canon que j'ai trouvé très intéressante et très stimulante. Il faut dire que je vous connaissais, j'avais lu déjà votre article sur le cancer, sur cette méthodologie, parce que je la trouve en effet très stimulante et intéressante et très actuelle. Actuelle au sens où il y a une vraie nécessité aujourd'hui de faire connaître les résultats qu'on peut obtenir en travaillant à partir de la psychanalyse dans les institutions, en étant psychothérapeute et psychologue, peut-être par ailleurs psychanalyste. Mais c'est vrai que c'est tout à fait fondamental ce que vous développez aujourd'hui, parce que je crois qu'il faut en effet ouvrir un champ comme ça important en France d'objectivation des résultats finalement
qu'on essaye à partir à la fois d'une histoire qui est la nôtre, avec des compétences, etc., mais qui sont quand même assez confidentielles, finalement, parce que très franco-françaises. De ce point de vue-là, il y a quelque chose qui m'intéressait de discuter, c'est, en lisant le document aussi que vous m'aviez envoyé, qui est beaucoup plus détaillé évidemment, vous employez le terme de dispositif. Je pense que le terme de dispositif donc a un sens très riche en psychologie. Il peut aussi s'interroger de savoir pourquoi aujourd'hui, si on y réfléchit dans un sens foucaldien, c'est peut-être aussi la question de savoir pourquoi aujourd'hui il y a une nécessité, peut-être pour la psychologie d'orientation analytique, de s'orienter vers une évaluation d'une part et un usage des statistiques. Vous citiez Freud concernant les statistiques, mais est-ce que Freud, quand il parle des statistiques, c'est comparable avec la manière dont on reçoit aujourd'hui la question statistique? Aujourd'hui, on est face à des possibilités d'exploitation de mathématiques grâce aux nouvelles technologies, avec l'informatique, avec les algorithmes, et donc il y a, comment dire, des modèles mathématiques qui peuvent être directement appliqués à des quantifications que vous avez très bien montré comment on pouvait les réunir, dont on serait un petit peu fou de se passer. C'est-à-dire que moi, mon avis, c'est que finalement, utiliser ce type d'outils aujourd'hui, c'est renouveler aussi des questions concernant nos pratiques, et une possibilité aussi de poser des questions qu'on n'aurait pas pu poser auparavant, et ne pas se mettre en marge aussi au niveau de la psychologie générale, puisque finalement, il y a une spécificité française aussi, qui est la place de la, pas française seulement, mais quand même européenne, on va dire, ou sud-américaine, de la place de la psychanalyse dans la psychologie, et que finalement, si on veut toujours être psychologue, il y a aussi cette possibilité de continuer à faire ce qu'on a toujours fait, et en même temps de participer, selon moi, à ce type de recherche qui donne à réfléchir et à discuter en interdisciplinarité, même au sein de la psychologie. J'ai envie de dire, il y a tellement de différences internes entre les psychanalystes que c'est même, je dirais, quasiment une méthodologie de processus de paix que vous proposez pour pouvoir finalement avoir des objets de discussion à partir desquels il n'y a pas obligatoirement de débat conceptuel profond à avoir concernant les différences dans la manière d'appréhender la question du transfert ou des questions très spécifiques aux psychanalystes, qui doivent peut-être continuer à se poser en interne, mais si on veut en tout cas faire connaître ce que l'on fait et dialoguer au niveau de la psychologie internationale, ce type d'initiative m'apparaît très importante et tout à fait dans l'air du temps. Donc j'ai pas, voilà, ma discussion, ma réaction en tout cas à votre écoute. Peut-être une question. La question de l'enregistrement, qui m'apparaît tout à fait intéressante, importante, puisqu'elle peut aussi engager une discussion d'ordre méthodologique. Est-ce que finalement, même si je trouve que l'un des apports majeurs de ce type de méthode, j'aime beaucoup ce que fait Turin et ce qu'il ouvre de ce point de vue-là, ou Falissard, c'est une thérapie est en cours, il est possible que le clinicien, donc, à partir de la retranscription très détaillée de sa thérapie, la fasse évaluer avec ses pairs. Oui. Ça, c'est très important. Néanmoins, à partir du moment où le patient sait qu'il est enregistré, obligatoirement, il se sait observé par quelqu'un d'autre que son thérapeute. Et il y a un tiers, obligatoirement. Donc c'est l'argument du troisième homme, on le connaît depuis Platon, mais il est là. Et du coup, matériellement, l'enregistrement, finalement, est-ce que, dans les discussions qu'on peut avoir au niveau des résultats de ce type de méthodologie, on peut porter aussi, est-ce que vous vous êtes essayé à porter une réflexion sur ce tiers qui est l'enregistrement? D'emblée, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je me demande si l'enregistrement pose plus de problèmes aux patients qu'aux thérapeutes, en fait. Aux deux, peut-être. Non, sûrement aux deux, puisque à des moments, vous avez raison, parce qu'à des moments, le patient dit, mais c'est quand même enregistré, je le dis quand même, quoi. C'est-à-dire qu'il va me donner des arguments où il pense qu'il a enregistré. Mais là où je veux en venir, c'est que
moi-même enregistrer. C'était difficile de se dire mais qu'est-ce que je peux dire, parce que je savais que mon discours allait être écouté par d'autres en fait. Et je crois que la grande difficulté en tant que thérapeute, c'est justement d'essayer de faire abstraction du dictaphone. Et je crois que plus on va l'utiliser, un peu comme la télé-réalité, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir tendance un peu à l'oublier. Alors l'oublier, mais en tout cas, ça va plus être prégnant consciemment de se dire qu'est-ce qui se passe. Et du coup, même aller plus loin, hein, c'est-à-dire que cet enregistrement-là, très vite, dans la relation, ça a été parlé bien sûr, parce que dans une relation traditionnelle, on ne va pas dire ce que vous souhaitez qu'on enregistre, le patient est lui-même prévenu du dispositif de recherche quelque part, puisque pas à toutes les séances on est enregistré. Et on sait bien aussi par expérience que dès qu'on est filmé ou enregistré, on a tendance aussi à... Le discours n'est pas le même, quoi. On va en dire un peu plus ou un peu moins, mais en tout cas, ça va avoir un effet. Mais j'ai pas trouvé mieux, en fait. En termes de dispositif, voilà, éthiquement, on peut pas l'enregistrer à son insu, bien sûr. Donc du coup, voilà. La réflexion, c'est qu'avant que ce soit lui qui soit en difficulté, je crois que j'ai été bien avant lui en difficulté par rapport à ça. Je vais faire preuve de curiosité. En fait, vous avez parlé de ce patient Mathieu qui nous intéresse finalement. Et j'aurais aimé savoir, premièrement, j'ai 2 questions. Premièrement, est-ce qu'au bout d'1 an, il y a eu évolution et quelle a été cette évolution ? Et deuxièmement, ma question est la suivante. Est-ce que la problématique du cancer a été prégnante et est-ce qu'elle a été un sujet pour vous de questions et de problématiques ? La première question, est-ce qu'il s'est passé des choses à 1 an ? Oui. Et ça, alors... J'allais dire, pas besoin d'avoir tous ces outils-là pour dire qu'il s'est passé quelque chose au bout d'1 an. Hein. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? J'allais dire, c'est vraiment dans les entretiens qu'on peut le voir, de ce qu'il a pu aborder, de sa relation à ses enfants. Voilà, c'est toute son histoire, j'allais dire, qu'il a pu délivrer au fur et à mesure, qui montre qu'il a évolué. Et au niveau de sa pathologie, il y a une opération, il y a des choses qui se sont mises en place. Mais la question de la problématique en cancérologie, j'allais dire, travailler en cancérologie, les problématiques, elles sont assez classiques en fait, quoi. C'est-à-dire que toutes ces questions existentielles reviennent. En fait, c'est comment nous, à l'hôpital, on peut accueillir ça. Comment cette problématique-là, l'angoisse de castration, la question de la mort, comment tout ça va pouvoir se parler. Alors après, oui, effectivement, Mathieu aussi, dans son discours un temps militaire, il était dans un contrôle très très important de ce qui se passe. Et on a vu comment il a pu évoluer, surtout quand il y a eu une récidive qui s'est mise en place. Donc tout ça, c'est tout le cheminement qui s'est parlé, et à quel moment aussi il a pu perdre du contrôle, à quel moment aussi les relations ont permis de retravailler certaines problématiques qu'il a pu mettre en évidence, notamment en relation avec ses enfants aussi de bas âge, par rapport à ce qu'il vivait. Moi, j'ai juste une toute petite question de clarification méthodologique, par curiosité pour moi. Donc vous avez dit que vous avez mis en place ce dispositif pour 3 patients, c'est ça? Vous nous avez plus parlé de Mathieu, mais il y avait 3 patients à la fin, vous avez dit suivi sur 1 an. Oui. Vous avez dit que c'était un tout petit échantillon, mais en introduction, vous disiez que ça avait à peu près 12 patients en suivi sur 1 an. Donc c'est quand même un quart finalement des patients que vous suivez, ouais, si on le regarde de cette façon-là. Et alors je me demandais comment ont été sélectionnés ces patients. Est-ce que vous les avez approchés tous les 12 et ces 3-là ont dit oui, ou est-ce que vous aviez prédéfini des critères ou... Ouais. Voilà, cette question d'inclusion et d'exclusion. Merci. En fait, c'était pas... ces 3 patients, c'est pas sur une année, c'est pas les 12 patients de 2013 en fait. C'est quelque chose... C'est sur 5-6 ans. C'est... parce que la lourdeur du dispositif ne permettait pas de faire 3 prises en charge en même temps. C'était trop lourd. Donc c'était vraiment sur 6 ans, sur 7 ans, sur
voilà, avec se donner du temps alors après l'indication, j'allais dire, je sais pas trop en fait. C'est sur ceux qui ont accepté déjà. C'est aussi quand il y avait du transfert, c'est toujours, c'est des patients aussi, comment dire, qui apportaient du matériel clinique. Voilà, c'était parce qu'il me semblait que c'était plus stimulant dans la recherche, mais qui peut être un biais d'ailleurs, hein, que quelqu'un qui va, voilà, c'était aussi pour déjà que le dispositif était compliqué, c'était voilà, qu'on ait du matériel clinique et qu'on ait des choses qui, c'est peut-être ça une des indications de la rencontre. Je vais tout simplement d'abord vous remercier d'avoir été faire un travail de recherche du côté obscur de la force, comme vous disiez, parce que non, vous avez été très prudent effectivement au fur et à mesure, hein, et on entendait bien, parce qu'en effet vous avez été soulevé des questions tout à fait extraordinairement polémiques, à vrai dire, hein, on le sait bien. C'est pour ça que je me permets de souligner qu'il n'y a pas simplement les chiffres qui sont du côté obscur de la force, mais même, ne serait-ce que l'enregistrement par exemple, hein, des séances de psychothérapie, on sait bien à quel point c'est inconcevable pour un assez grand nombre de collègues. Et c'est vrai que si on avait le temps, je serais assez tenté de reprendre cette question-là aussi, mais un tout petit peu plus largement. C'est-à-dire, à nouveau, demander à un patient s'il consent, s'il est d'accord que les entretiens soient enregistrés. J'imagine que c'est couplé à une deuxième information, c'est-à-dire dire aux patients ce qu'on va faire avec ces enregistrements. Ah oui, oui. Hein, j'aurais trouvé intéressant de vous demander, c'est-à-dire, de nouveau, toujours dans la perspective du colloque, hein, c'est, voilà, il y a tout un dispositif que vous nous avez exposé remarquablement, et ce dispositif, dans quelle mesure, jusqu'à quel point le patient est informé, hein, de ce dont, au fond, vous nous parlez aujourd'hui. Avec, je m'en doute, le risque aussi d'une surcharge, hein, c'est-à-dire, c'est comme, enfin, je dis comme nous, parce qu'évidemment, moi aussi, je suis engagé dans des recherches, et une des questions qui se pose à chaque fois qu'on démarre un entretien, c'est, au fond, quel est le volume d'informations, hein, jusqu'à quel point est-ce qu'on va, eh bien, expliquer, raconter à nos patients, à quoi sert la recherche, comment elle va être mise en œuvre, etc. Bref, ici, hein, qu'est-ce que vous dites aux patients, finalement ? Par exemple, le groupe de pairs, est-ce qu'il est évoqué ou non, hein? Ça, j'aurais trouvé intéressant cette question-là, hein. Et enfin, une toute petite question supplémentaire qui est de vous demander comment, ou plutôt, de vous demander comment ensuite vous concevez la part, et c'est la question qui a été posée un peu déjà, hein, est-ce que finalement tout le dispositif qui a été mis en place est tout à fait indépendant de la problématique du cancer? Il me semblait que oui, hein, mais c'est là une précision que je vous demande. Et il n'empêche, puisqu'il est question de patients suivis en psychothérapie dans le cadre du cancer, hein, la question se pose, quelle est la place que prend tout de même, hein, la maladie dans ce travail psychothérapique, hein? Et est-ce que vous lui accordez, dans le travail d'analyse des données qui est réalisé, est-ce que vous lui accordez une importance particulière à ce matériau-là, c'est-à-dire en rapport avec le vécu de la maladie, ou pas nécessairement, hein, au sens où, encore une fois, peut-être que le dispositif est destiné à, entre guillemets, évaluer des processus psychiques, pour faire vite, indépendamment de la demande du patient, ou des symptômes, ou de la maladie, entre guillemets, qui était, au fond, la porte d'entrée pour la psychothérapie, dans ce cas-ci, le cancer. Voilà, deux questions, une plus technique, une peut-être plus large. Au niveau technique, bien sûr que la méthodologie a été présentée. Alors la méthodologie, je n'ai pas parlé des 3 méthodes, mais du dispositif a été présenté à Mathieu. Il a même signé un consentement, en fait, aussi, car ça fait partie de la recherche. La grande question qui était, alors lui, ça ne lui posait pas tant de soucis que ça, mais la grande question qui était pour nous, hein, c'était des questions éthiques en fait, c'est de savoir justement, est-ce que ces données-là, comment on va lui restituer, est-ce qu'on a à lui restituer, parce que pour le coup, on est sur des discours qu'il a pu énoncer, donc du coup, quand on fait une publication quelque part, comment on va modifier aussi, pour pas que... pour une question d'anonymat aussi, comment on va modifier ces éléments-là. Donc tout ça, c'est des questionnements
c'est des questions de chercheurs en fait qu'on se pose tous, et savoir qu'est-ce que moi je peux lui restituer comme écrit ou rendre compte de cette recherche-là. Donc concernant Mathieu, on s'est rencontrés où on a pu rediscuter aussi de ce travail-là qui a fait quelque part, qui est partie prenante aussi de la psychothérapie, parce qu'on sent bien que il y a de ça aussi qui se joue dans cette relation-là. Et ça s'est fait lors d'une séance où ça a été reparlé. Et après, c'est savoir aussi, lui, jusqu'où il voulait aller dans l'accès à l'information, jusqu'où il voulait aller dans voir des textes. Et ça, j'allais dire, même si on a eu des textes d'analyse de certaines personnes, c'est compliqué de donner des points d'analyse qu'on peut publier concernant quelqu'un. Et la deuxième question, sur la question de la cancérologie, et en fait, non, l'outil, c'est pas... on est en cancérologie, mais de mon point de vue, le cancer, c'est l'opportunité de faire une psychothérapie, en fait. Ça l'amène à. Donc, du coup, tout ce contexte de cancérologie, on ne va pas coter plus fort les symptômes somatiques parce qu'il est en cancer. Non, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, même dans ce dispositif-là, c'est qu'on va coter ce qui est absent du discours aussi. C'est aussi coter ce qui est là et ce qui n'est pas là. Et cette liberté, entre guillemets, du groupe de pairs, il ne me parle pas de son enfance, mais si moi je pense que c'est important son enfance, alors du coup, je peux coter qu'il n'en parle pas, qu'il n'arrive pas à y aller, s'il ne parle pas de tel... Donc du coup, c'est aussi cette liberté-là. On n'est pas sur quelque chose de... on va que coter le discours manifeste, quoi. On est aussi dans des cotations de ce qui n'est pas, des hypothèses qu'on peut avoir derrière. Et la maladie fait partie, mais en même temps, elle ne prend pas le devant de la scène. C'est aussi, il peut s'en saisir. Et du coup, Mathieu, lui, pour le coup, il nous ramène toujours sur la réalité de la pathologie. Et du coup, c'est comment aussi on peut le ramener ailleurs. Et c'est tout ça qui va se tisser au fur et à mesure. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est... ces 4 entretiens qui sont enregistrés sur 1 an, ce qui n'est pas énorme non plus. Donc, en quoi ces entretiens sont révélateurs aussi de ce qui se passe au cours? Oui, il y a plein de biais, mais moi, je n'ai pas d'autre chose à proposer aujourd'hui, en fait. Voilà, déjà et on voit bien dans toutes les recherches que plus on va multiplier les enregistrements, si on enregistre toutes les séances sur 1 an, on n'a plus de données, quoi. À un moment donné, ça part dans tous les sens. Et après, une question que vous n'avez pas relevée, mais qui, moi, m'intéressait aussi, et c'est un éprouvé, c'est... au début, j'étais très... dans les cotations, c'était ma propre personne qui était évaluée avec le groupe de pairs. Et très vite, j'en arrivais à être même le plus dur dans la cotation vis-à-vis du thérapeute qui était moi-même, quoi. Comme si on était là dans une étude de cas qu'on peut avoir à l'université. C'est-à-dire qu'il y avait une distanciation qui se faisait aussi du dispositif, où il y avait une mise à distance qui était là, voilà, et qui permettait de penser autrement les choses.